Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo concernant la Neo Geo AES Plus. Alors, comme tout le monde le sait, Payone est en collaboration avec SNK et a décidé de sortir un produit en 1.1, donc en mode révision hardware perfect. Je pense que pour un petit peu mieux comprendre la situation, il vaut mieux se baser un petit peu sur la partie matérielle et de savoir ce qui va éventuellement fonctionner ou pas. Alors, comme on le sait, de toute façon, le Proco de l'AES, donc de l'original, est un 68 000 avec un Zilog. On parle d'un 24 bits, en réalité c'est un 32 bits, mais adressable sur 24 bits. On va épargner les détails, on va faire un petit peu plus simple et plus vulgarisé pour comprendre un petit peu plus les possibilités par rapport à la version originale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, déjà de base, l'AES est une révision, on va dire, Pixel Perfect ou Arcade Perfect de la MVS, à quelques différences près. C'est qu'au niveau du hardware, les cartouches sont pour l'AES, comme vous pouvez le voir, plus courtes, et pour la MVS, alors que je ne me trompe pas, voilà, plus longue, ou l'inverse. Mais là, ici, on est sur l'AES, on est sur 100, sur 240, et sur 120 sur 240. Bon, en lecture, voilà. En fait, c'est ce qui fait la différence entre l'AES et la MVS, c'est que les tailles de cartouches, on peut considérer ça un petit peu comme un détrompeur. C'est ce qui leur a permis de faciliter un petit peu la conversion la plus fidèle possible entre la version console et la version arcade. Alors, les différences après concernant un jeu AES-MVS, je vais prendre pour exemple Metal Slug, que vous pouvez voir ici. Vous avez la version AES. D'ailleurs, vous pourrez retrouver, je mettrai le lien de cette database qui vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Et la version MVS. Donc, comme on peut le voir, on est quasiment dans l'identique, comme on peut le voir effectivement dans quelques épreuves qui sont décalées. Par contre, à noter que pour chaque PCB, il y a un contrôleur. Si ma mémoire est bonne, qui est sur la front. Alors on parle de front et de back PCB. La front est la première et la back est la seconde. Par rapport en fait à l'AES+, est-ce qu'on peut supposer théoriquement que les converts et les protos, ou voire même plus récemment, j'ai entendu parler de NCI et je trouve ça génial, peuvent fonctionner. Théoriquement, oui. Par contre, ce qu'on appelait les protos, c'était en fait un jeu, Metal Slug étant l'un des premiers, qui était converti un petit peu à la barbare en version AES, avec des composants, on va dire, piochés un peu de partout. Le contrôleur étant qu'il passe, mais restait très instable. Côté des converts, il y avait deux types de converts. Il y avait des converts où en fait on dépiotait les puces du côté MVS pour les injecter dans une PCB, on va dire donneuse, récupérant par exemple l'un des jeux les moins chers, ayant un contrôleur qui est identique sur une PCB AES. Après, en fait, il y a eu
les converts, on va dire les clean converts, les plus propres, dont nous pouvons retrouver par exemple un exemple ici, qui nous permet effectivement de pouvoir dépioter puis ressouder les ROM, les mask ROM, les EPROM. En général, c'était plutôt des EPROM puisqu'ils étaient reprogrammables. C'est de mémoire, hein, bien sûr. Mais si le microcontrôleur était bien la bonne par rapport à la version AES, ça ne devrait pas poser de problème théoriquement. Et là, je dis bien théoriquement. En ce qui concerne les NCI, je n'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait et comment c'est construit. Il est possible que les PCB ont été refaites en passant à l'heure d'aujourd'hui chez des concepteurs, car il est possible aujourd'hui de pouvoir recréer les PCB à l'identique. Après, tout dépendra de la qualité de la PCB. Si ça sur quelque chose de plus solide ou de plus, on va dire, euh, de plus, euh, de plus léger. Tout dépendra de la qualité du PCB en lui-même, de la partie électronique. Alors, il y avait quand même des défauts sur la l'AES origine. On avait un défaut sur la partie audio et sur la partie vidéo. Sur la partie vidéo, l'AES avait une sortie, on va dire RCA, composite. Et il existait un site qui existe depuis des années. Par avance, vous m'excuserez, mais comme je suis en déplacement, j'essaie de faire ça un petit peu à la one again et va vite. Alors GameSX Mode est un site qui est pour certains très connu et les plus vieux et les connaisseurs un petit peu de ma génération ont dû le connaître, était assez intéressant car il permettait de pouvoir modder quelques consoles. Donc là ici dans les avis pinout, nous avions la Neo Geo. Et voici on va dire le diagramme, le datasheet de la sortie AV, sortie qui est en composite. Et comme vous pouvez le voir, pardon, excusez-moi, on était vraiment sur du composite et pas du RGB. Pour cela, il a fallu faire une correction et passer en mode bypass. On peut retrouver d'ailleurs assez facilement. Et dans Neo Geo System donne un peu plus d'explications. C'était le fameux bypass RGB ou RVB. RGB pour la partie red, green, blue en anglais, RVB, rouge, vert, bleu. Bien entendu, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Ce sera toujours bon pour que la communauté puisse avoir bien toutes les informations. La sortie est ce qu'on appelle du DIN, et en général c'est du DIN 8, assez connu par exemple sur les Mega Drive. Il faut savoir que ceux qui n'arrivaient pas à retrouver ce fameux DIN 8 pouvaient utiliser la fameuse sortie Péritel de la Mega Drive première du nom. Le problème, c'est qu'elle pouvait poser des problèmes avec le boîtier intermédiaire, c'est-à-dire entre le câble et la prise Péritel. Le deuxième défaut, c'était sur la partie audio. Alors, sur la version AES, l'audio était stéréo en sortant par la sortie casque et pas
par la sortie DIN, par la sortie composite. Il existe à l'heure d'aujourd'hui une solution qui permet effectivement de pouvoir faire passer du stéréo, soit directement en l'intégrant sur la sortie composite, mais c'était un peu galère. Et ça consistait à la base et à l'époque, quand je travaillais dans le milieu des jeux vidéo, certains me reconnaîtront peut-être et d'autre part, à faire un simple pontage, le pontage qui partait d'un côté. Il y avait une deuxième solution qui permettait de rendre la sortie stéréo avec avec des sorties RCA type L et R, donc le fameux rouge et blanc. Toujours en mode système, c'est un pontage. C'est un pontage qui était fait directement depuis la partie jack vers l'arrière de la console. D'ailleurs, à ce propos, sur ces deux points, on peut même trouver sur AliExpress des consoles qui ont été modifiées. On peut même retrouver du component. Alors, je n'ai jamais testé ces produits-là. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose de bien calibré? Est-ce que le son ressort fidèlement? Aucune idée. Et ce serait bien de savoir auprès de pas mal de personnes si ça fonctionne bien et si ça ne pose pas de problème. J'ai oublié quelque chose, je suis désolé, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu à la va-vite, avec l'effervescence et avec la hype. Et en même temps, comme je travaille, mais je profite de mon dimanche pour faire une petite vidéo, je voudrais revenir sur la partie des cartouches. J'ai entendu parler des NC, je ne sais pas comment c'est fait, quelle techno est utilisée. Les PCB, la qualité des PCB, et d'après ce que j'ai entendu et compris, ça a l'air d'être de très bonne qualité, avec des prix plus justes, plus fairs. Je trouve ça génial. Ça permet effectivement à des collectionneurs un peu plus joueurs, ce qui est un peu plus mon cas. Moi, je suis plutôt joueur, de pouvoir profiter sur une AES d'origine. Cependant, tout comme les converts ou les protos, et on parlera aussi des adaptateurs AES MVS comme les Magic Key, les Fantômes, les Daedalus et consorts. Est-ce que ce sera compatible sur l'AES Plus? Pour comprendre ça, il faut savoir que l'AES dispose d'un processeur type 68000 cadencé à 12 MHz et qui est un CS32 bits et adressable seulement en 24 bits. Il me semble que je l'ai dit au début. Je reverrai la vidéo. J'enverrai la vidéo pour un petit peu pour me relire. Mais bon, je sais pas vraiment. Je pense qu'on s'y retrouvera. D'après tout ce qui est dit et afin de compiler au mieux, et selon ma compréhension, il ne s'agirait pas d'un M68000 physique et d'une reproduction en ASIC. Alors, l'ASIC est une techno permettant de reproduire, on va dire de cloner un élément. Dans ce cas précis, c'est un clonage, c'est une réplique, on va dire plus ou moins parfaite, du 68000. Alors, est-ce que ce sera un ASIC qui sera cloné par rapport au Proco? C'est ce que je pense. Sachant qu'il y aura sûrement un autre ASIC qui sera plutôt dédié, on va dire, à la partie FPGA. Le FPGA est en réalité une reproduction de ce qu'ils appellent un corps, un cœur. Et là, à partir de là, on parle de la Neo Geo. Et c'est à partir de l'AES. Moi, ce que je pense, c'est que cette reproduction a été faite grâce au travail
d'un émulateur et c'est MAME. Alors, je vais faire une petite explication. Après que l'AES soit sorti, il y a eu plusieurs émulateurs. Dans les plus récents, on a RetroArch et d'ailleurs pour ceux qui veulent faire de l'émulation, ce n'est pas perfect. Et certaines machines, on va dire tout ce qui est Neo Geo Mini, Neo Geo X, qui est la pire de toutes, et je ne comprends toujours pas pourquoi elle est vendue aussi cher en mode collection alors que c'est une vraie bouse, basée sur FBA, dont on connaît le drama pour les plus connaisseurs, puisse encore exister. Pour en revenir aux émulateurs, l'un des premiers a été NeoRegix, et NeoRegix, malgré ses 20 ans d'ancienneté, est toujours utilisé par certains modeurs ou réparateurs, car en analysant des ROM, elle permet de pouvoir en fait faire une sorte de test croisé et de faciliter la détection de certaines puces chipset défectueux. Il y a eu par exemple aussi du Nebula, du Wincawax, Final Barn Alpha qui était la partie originelle FBA, FB Neo, donc Neo pour nouveau, ça a été une autre team. Suite au drama FBA, ça s'est dissocié, ça a été un bordel. Et enfin même, et on va dire avec des Rage plus ou moins, mais alors d'aujourd'hui, on peut plus parler d'eux-mêmes, le système d'émulation le plus proche et le plus parfait. Si on regarde un petit peu mieux dans les sources, ça ne vous parlera pas, mais je vais vous simplifier les choses. Le but de même est de pouvoir reproduire à l'identique, je dis bien à l'identique, le fonctionnement d'un système. Donc majoritairement arcade. Ils se sont mis effectivement sur la partie console. Donc là, on va parler plutôt Neo Geo. C'est très simple. Si on devait regarder comment fonctionne un jeu, et j'en ai pris en exemple, et c'est Metaslug, vous allez voir que dans le zip est contenu plusieurs fichiers. Nous avons les C, les Z, les M, les P, et ainsi de suite. Et en réalité, le contenu d'une ROM, c'est ce que vous allez retrouver ici. Ça vous permet aussi de comprendre comment sont faits les converts, ou voire même la reproduction des NCI, puisque les NCI doivent utiliser un injecteur. Là, je vais vous donner un exemple d'injecteur. Voilà, qui est un programmateur des proms, un programmateur des proms, tout simplement, puisque contrairement à une ROM, une EPROM est reprogrammable. La ROM, c'est du read-only, et de l'EPROM, c'est de l'électrical programmable ROM. Et sur cette partie, même a fait une reproduction en analysant le processeur ou le coprocesseur qui est le Zilog, le
fameux chipset sonore, donc le Yamaha et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres séries, c'était la seule. D'accord. Voilà, en tout et pour tout, pour ceux qui veulent vraiment faire une reproduction. Et je vais vous montrer un exemple pour un jeu CPS3. Ah, je pensais que j'avais pris, mais non. Je vous donnerai... bon, je vais vous faire simple. Le meilleur test que vous pourrez faire, c'est de tester une ROM CPS3 comme les Street Fighter, les Red Alert ou les JoJo Bizarre Adventure. Vous faites un test avec RetroArch, avec le core FP Neo ou d'autres corps, je trouve absolument horrible, et vous la prenez en version même, que vous verrez que ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que la partie ROM est incomplète. Il vous faut ce qu'on appelle le CHD. Le CHD est un standard qui est aujourd'hui pas mal utilisé, et le CHD pour un jeu CPS3, vous faites le comparatif, c'est la partie CD-ROM. On va dire par exemple de Street Fighter 3 Sur Strike. Quand vous le lancez sur MEM, vous allez voir que MEM va initialiser le premier démarrage du jeu CPS3 pour ensuite loader la partie CD, la partie CHD, et enfin vous lancez le jeu. Je vous rassure, la première fois est un peu chiante et un peu longue, mais après, quand vous le relancez, ça fonctionne nickel. Et d'ailleurs, à ce propos, un grand big up et un grand merci aux développeurs sur la partie Android qui ont enfin pu mettre en place la partie graphique avec l'OpenGL. Ça améliore grandement les choses et honnêtement, c'est génial. Et je n'y bouge plus. Voilà, donc ça vous donne déjà des réponses. Alors, on revient maintenant sur la partie du processeur. Je pense, a fortiori, qu'ils ont dû se baser sur les sources de même, puisqu'aujourd'hui on est à la 0287 et d'ailleurs, à ce propos, on exit tout ce qui est Pandora Box, Neo Geo Mini, qui est basé sur du FBA ou du FB Neo. D'ailleurs, je fais la petite liste. Il y a aussi l'Hyper Megatech que j'ai testé par un pote et que j'ai trouvé ça horrible aussi. Les Verca Neo Geo est pas trop mal sur la partie émulation. Je n'ai aucune idée. C'est fort possible que ça soit sur du RetroArch ou voire même sur un du FBA ou voire même une version un peu plus récente d'FB Neo. Et je recommanderais plus sur la partie émulation. Depuis la sortie d'Hilo-Stick, les Neo Geo Arcade Stick Pro, d'ailleurs, dont j'en ai une, et j'essaierai d'en trouver une deuxième, puisque j'ai potentiellement trouvé une solution pour la réadapter avec du même. Et enfin, la MVSX, qui est une très bonne bécane, qui a été bien calibrée, et dont les input lags sont franchement très corrects. À savoir que sur la partie des émulateurs, on distingue deux types. Nous avons des ROM non MAME et des ROM MAME. La différence entre les ROM non MAME et les ROM MAME, c'est simple. MAME respecte scrupuleusement le système hardware et va jusqu'au vice en reproduisant le système de décryptage des ROM. Et c'est d'ailleurs pour ça que Darksoft utilise les ROM même pour ses différents systèmes. Il me semble que Darksoft avait fait un système NeoSD et d'ailleurs ils ont mis un open project sur le fameux 161 en 1
Alors, Darksoft, Neo Geo 161 in one tab. Et donc d'ailleurs à ce propos-là, pour ceux qui veulent s'en créer un, alors si on regarde bien, c'est tout à fait possible puisqu'il y a des sociétés et il existe des schémas de PCB que vous pouvez récupérer et faire appel à ces sociétés pour les créer, de passer effectivement par le fameux matériel d'injection, donc de programmation des PROM. Et quand on regarde les sources, pas sur cette partie-là, on va passer sur, il me semble que c'était les sources. Celle-là, c'est pas la plus récente, on dirait. Ah, voilà, les sources. Non. Donc, il y en a une autre qui vous permet d'inclure les ROM. J'essaie de vous retrouver ça. Et en incluant les ROM, d'ailleurs à ce propos, il faut que ça soit du même et le plus récent possible, c'est-à-dire la 0287. Car je pense que celles qui sont faites du côté AliExpress sont basées sur d'anciennes versions encore buggées, type les mêmes 0139, 178 et les FBA, donc les ROM, on va dire les ROM non mêmes. Ça peut expliquer pourquoi. De l'autre côté, Darksoft, il me semble qu'ils ont inclus dans leur Open Project alors, on va essayer de retrouver ça. On va essayer de vous retrouver ça. Voilà, il me semble que c'était bien ça. Si jamais je ne la retrouve pas, je vous mettrai le lien. Alors, regardons voir. J'avais gardé le site. Ok. Fait par Xvortech. Xvortex. Et c'est la VTX card. Voilà. Et si on retrouve, voilà, game,
exact. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, chez la Team NC, la team, j'ai envie de dire Team NC, car je pense que c'est plusieurs personnes, ont envie de s'amuser à faire quelque chose de ce type-là, et ça pourrait être une excellente idée. Le 161 ans, pourquoi pas créer justement en mode AES ou MVS un Metaslug Collection, ou voire même un Samurai Shodown Collection, un Fatal Fury Collection, Last Blade Collection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais revenir sur la partie du code source originel. Voilà. Avec Darksoft, vous pouvez effectivement récupérer la partie des PCB. C'est pas compliqué, il n'y a pas que Darksoft, hein, il y a aussi d'autres 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 GitHub. Sur les photos, ce GitHub fournit dans tous les cas le type de chip à utiliser. Vous avez vraiment toutes les références et la manière dont ça a été fait. Il me semble que vous avez aussi les diagrammes, donc les datasheets. Ça peut vous permettre effectivement de créer quelque chose d'assez propre. Sachant que la 161 on a un peu disposé de bugs, le fait de mettre moins de ROM sur un produit est déjà bien préparé, ça ne devrait pas poser de problème pour les collections si on veut se baser sur des vrais ROM, on va dire, un peu tout en un. On aurait un peu la même chose que les fameux Metal Slug Collection qu'on avait eu à l'époque sur PlayStation, sur PSP, voire même sur les autres plateformes consoles de chez Nintendo, Sony, Xbox et consorts. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, j'espère. J'ai en tout cas essayé d'expliquer un petit peu plus. Donc, dans les possibilités finales de l'AES+, est-ce que les adaptateurs AES-MVS vont passer? Techniquement, oui. Maintenant, est-ce que le système va reconnaître en fonction des contrôleurs qu'une cartouche MVS est une cartouche MVS du fait de son contrôleur? C'est une possibilité et ça peut être une source de bridage. Si le BIOS, par contre, peut être upgradable, updatable, forcément, il peut être modifié. Est-ce que les cartouches NCI, et encore un gros big up, pourront fonctionner? Théoriquement, oui, mais ça reste encore à voir une fois que la console sera sortie. Les protos, c'est un peu la même situation que les MVS et des converts. Théoriquement, tout est en oui, mais est-ce qu'il y aura un système de détection? Beaucoup disent que selon les dires de Playon, c'est pas possible, ça ne passera pas, mais tant qu'on n'aura pas le produit dans les mains, ça risque, on n'aura pas de certitude. Donc, et en même temps, il y aura des tests. Donc ça ne rattrape pas. La partie HDMI, je n'en ai pas parlé, c'est un peu dommage puisque j'avais parlé de GameSX et de la partie vidéo et audio. C'est une bonne chose. Pixel perfect, aspect ratio respecté. Qu'est-ce qui pourrait faire la ES+? Je me souviens d'une techno qui était sur E3, pour une fois que j'avais trouvé pas mal, c'est par exemple quand vous aviez un jeu en 4 tiers, à scrolling horizontal, un petit peu comme justement Sonic ou Super Mario, on pouvait justement avoir la partie 4 tiers qui était comblée par,
par les pixels à venir. Je me comprends un petit peu. J'avais vu un exemple justement, c'était à l'époque de la Dreamcast avec Macaron, anciennement, enfin, l'ancêtre de Redream et des mules, où on avait un Ikaruga, où on avait un tâté, où on avait des bandes noires, mais on pouvait les supprimer et voir ce qui se passait sur les côtés. C'est une techno qui peut être envisageable. Ce que la ES Plus peut le faire, ça reste à déterminer. Sur la partie Deep Switch et Overclocking. Alors, les Deep Switch, et c'est là où je veux en venir, je pense qu'ils vont se baser j'écris un peu mal, mais c'est pas grave. Sur le travail de Razola. Alors Razola, ça date depuis vraiment des années, avait fusionné les fonctions en incluant un soft, mode sur les deep switch, en plus d'implémenter une fonction de cheat et une fonction permettant par exemple sur CoF 99 de jouer avec Chrysalide et les autres coffres de pouvoir jouer avec des boss. Donc il y avait aussi d'autres jeux avec quelques fonctions supplémentaires. En soi, récupérer le travail pour le reprogrammer sur la Neo Geo AES+, c'est pas déconnant en soi, parce que Razola a mis son univers BIOS en code source et qu'il est libre. Donc, rien ne peut empêcher Playon de faire une récupération pour le recoder à leur manière. Après tout, de toute façon, c'est le travail de base de SNK, et Razola n'étant pas un hacker, mais un modeur. C'est comme parler justement de la team MAME avec Guru et tout le... Et pas non plus de nom et tout prénom, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils sont plus des ROM savers et pas des dumpers, pas des pirates en soi, puisqu'ils ont quand même contribué à préserver. Et pour démontrer d'ailleurs que même quand même assez respectueux, on a eu l'affaire avec Cave, pour ceux qui le savent et pour ceux qui s'en rappellent ou voir ceux qui avaient suivi l'affaire, quand Cave a vu que leur CVS 1000, le Cave SH3, avait été dumpé et décrypté, ils leur ont demandé si c'était possible de le retirer, ce que la même dev team a fait. Bien entendu, il y a eu des versions alternatives, car des personnes ont récupéré les codes sources pour les implémenter. C'est ce qu'on peut retrouver dans les fameux FBNEO, FBA 2012 et consorts. Les deep switch, mettre en mode MVS, ça pourrait être cool. Avoir le free play en mode MVS, ça pourrait être cool. Est-ce que ça va implémenter, par exemple, des options type CoF 99, celui que je kiffe à mort, avec le 94, 96, 98 bien sûr. Bien entendu, les Metaslugs n'échappent pas non plus. Est-ce qu'ils vont inclure des fonctions type débloquer les boss pour pouvoir y jouer avec? Ça reste à voir. Mais c'est pas exclure, et si ça n'est pas implémenté, s'il y a des modeurs qui vont s'amuser, ou des hackers, mais ça reste encore un sujet à débat, tout dépendra du type, puisque de toute manière, on ne sera pas sur du hacking pur et dur. Et pas dire avoir des repros type Convert, Proto ou NCI, pour moi, ça reste quand même proche du légit, alors que de disposer d'un EOSD sans avoir de cartouche et sans avoir de jeu, là on est dans du piratage. Voilà. Pour moi, la différence est claire. Donc voilà, ça se défend et
et ça s'étendait pas. Il ne faudrait, j'ai pas très envie et je ne vais pas avoir le temps d'expliquer et de m'exprimer. Peut-être si quelqu'un a envie d'en parler, ce sera avec grand plaisir et ce sera toujours un bon sujet. Il y avait quelque chose que je voulais ajouter, mais je ne me souviens plus. Je pense avoir bien complété. Oui, l'overclocking. Alors, pour l'overclocking, il faut savoir que dans l'AES, il y avait déjà un overclocking qui était possible. Soit en retirant le 68 000 cadence à 12 MHz pour en mettre un quasiment identique cadencé à 20 MHz, ou soit en forçant l'AES d'origine avec un switch 50-60. On peut retrouver sur GameSX. Ah, ils l'ont retiré, mais c'est pas compliqué de le retrouver. Ça va pas être très compliqué de le retrouver. On peut faire on peut faire ça pour voir. Voilà. Et effectivement, je suis sur un petit écran, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et effectivement, l'overclocking existait déjà. C'est ce qui permettait justement de compenser le problème lié à certains jeux comme Metal Slug 2 et en fait réduire les ralentissements. Cela étant dit, il y avait dans ce type d'overclocking des problèmes de jeu et le plus connu c'est le task over. Que quand, alors le task over, j'en connais un parfaitement. On va regarder dans les images. Et voilà. On pouvait le faire avec du Kyo et le petit, dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, comme on pouvait le faire avec pas mal de gens. Le fameux task over, c'est quand en fait la mémoire était complètement remplie et où la console ne pouvait plus suivre. Et par rapport à ça, comme on le sait, l'AES dispose d'une mémoire de 64 kg de RAM et 68 kg de RAM vidéo. Alors, en imaginant que l'AES Plus évitera ces fameux task over, est-ce que peut-être ils vont doubler la mémoire? C'est possible. Ça permettrait effectivement de laisser plus de place et permettre à l'overclocking d'envoyer plus d'informations beaucoup plus rapidement. Donc, comme on l'a vu, l'overclocking déjà de base sur une AES, on pouvait monter à 15 MHz, mais de mémoire, je sais qu'on a pu l'augmenter à 20 MHz en remplaçant le Motorola.
c'est une option. Voilà. Moi, bon, je c'est pas une histoire de spéculation, attention, je ne spécule pas, je donne des possibilités, je donne un petit peu plus d'informations. Et côté la résolution, non, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, les ralentissements, d'où le switch 50-60 sur les AES, les MVS avaient ce type de problème, mais on pouvait les cloquer à 60 Hz. On pouvait forcer le clocking à 60 Hz. Je pense que sur la partie AES+, le clocking à 60 Hz sera par défaut. Aujourd'hui, on n'aura même pas ce type de problème. Et de toute manière, ceux qui veulent jouer sur des CRT type PVM, Trinitron et j'en passe, n'auront pas du tout de problème à y jouer sur la partie composite. Bon, bah, je pense qu'à mon avis, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. C'est un peu brouillon, je vous l'avoue, mais j'avais envie de partager un petit peu parce que j'ai essayé de donner pas mal d'infos sur pas mal de chaînes de YouTube et j'avais pas l'impression de donner des infos claires ou j'avais pas l'impression d'être entendu. Donc finalement, au bout du compte, je préfère le faire comme ça. On verra si ça va faire tiquer, si ça va faire réagir et si ça va donner une analyse derrière tout ce que j'ai dit. Et encore une fois, peut-être que je m'exprime mal ou peut-être que je me trompe et merci d'avance pour toutes les corrections que vous pourrez m'apporter. S'il y a besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas en commentaire. Et enfin, sachez que à titre personnel, je dispose d'une AES et d'un slot MVS6 avec les cartes de mémoire pour chacune. Et je compte me récupérer une MV1B pour bricoler dessus. Voilà. Bon, en vous souhaitant un très bon dimanche. Et si ça plaît, on pourra peut-être parler d'un autre sujet à venir. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon dimanche. Au revoir.